Bonjour Valérie, Bonjour, et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec moi sur ma chaîne YouTube. merci beaucoup. C'est vrai qu'on a créé nos chaînes YouTube à peu près au même moment et c'est drôle de se retrouver là maintenant après quelques années de vie sur YouTube. Alors Valérie, en fait, la première question que je voulais te poser, c'est tout simplement comment as-tu découvert la musique? Comment as-tu débuté le violoncelle? Je suis originaire de Lyon. Mes parents étaient médecins, ils étaient mélomanes, ils avaient des disques à la maison, mais sans plus. C'est pas non plus les grands connaisseurs. Et, euh, et puis j'ai un frère qui est pianiste, qui était beaucoup plus âgé que moi, on a 12 ans de différence. Et donc quand je suis née, en fait, il y avait de la musique à la maison, j'entendais du piano continuellement. Et il y avait des disques à la maison, et donc la musique classique faisait partie de mon environnement. Et puis évidemment, au bout de vers 5 ans, j'ai eu envie de commencer le piano, puisque j'entendais du piano à longueur de journée. Et donc j'ai pris les cours de piano, et les profs de piano, je les ai trouvés tous méchants, ils me faisaient tous pleurer, on faisait des tenues, on faisait que articuler les doigts, on essayait de m'apprendre les quintes et les sixtes, et je comprenais rien. Et puis donc au bout de quelques années, on s'est dit il faudrait qu'elle commence un autre instrument. Et donc je ne savais pas trop que choisir. Et en été, il y a le violoncelliste allemand Julius Berger, qui est un violoncelliste qui est très connu en Allemagne, qui enseigne à Augsbourg, qui est venu à la maison parce que c'était un grand ami de mon frère. Et ils ont joué ensemble, violoncelle et piano, toutes les grandes sonates, Prokofiev, l'Arpeggione, Brahms en Fa. Et donc moi j'avais 6 ans et demi, 6 ans. Et un jour, à un concert qu'on faisait à la maison, Julius m'a pris sur ses genoux et j'ai souvenir de la vision de ce moment, et on a joué la marche de Prokofiev ensemble. Donc j'avais mis mon bras sur le sien, et j'avais le violoncelle là, et donc j'ai cette image de voir les gens au-dessus du violoncelle. Et voilà, il est venu pendant l'été, et puis à la rentrée, j'hésitais entre le violon et le violoncelle, puis j'ai dit moi je crois que j'aimerais bien faire du violoncelle, et c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai eu la chance de commencer avec une dame qui était une patiente de mon père, qui était violoncelliste. Et c'était une dame qui avait 75 ans, je pense, à l'époque. Elles étaient 3 sœurs à Lyon, les sœurs Julien. Une qui enseignait le piano, une le violon, une le violoncelle. C'était des cours privés dans un appartement. Et donc cette dame était absolument charmante. C'était la grand-mère idéale avec je sais pas comment ça s'appelle, une petite résille sur les cheveux. Elle m'appelait mon petit. Et grâce à cette dame, j'ai adoré le violoncelle. Et c'est vrai que c'était un enseignement très à l'ancienne, c'est-à-dire que j'avais le poignet très avancé, le petit doigt très comme ça. On m'a appris à faire le vibrato comme ça. J'ai gardé les carnets de cette époque, donc ils datent quand même d'il y a 45 ans maintenant. Et elle avait compris tout ce qu'on appelle maintenant la kinésiologie, en fait, toute la science de la sensation. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai passé 2 ans avec elle en cours privé. Et puis elle a parlé à mes parents pour qu'il fallait qu'on décide ensemble qu'elle allait me présenter au conservatoire. Voilà, donc le conservatoire de Lyon, qui est un des plus beaux conservatoires de France, puisqu'il est à Fourvière, et on a vu absolument sur toute la ville et jusqu'aux Alpes quand il fait très beau. Et donc je me suis présentée au conservatoire avec la sonate de Duport, et je suis rentrée, à l'époque c'était Marc Latarjet, que j'ai adoré, parce qu'il venait en basket ou court, et donc c'était le début des années 80, donc à l'époque c'était pas si courant. Et aussi, il avait une Méhari qui garait dans la montée de Fourvière, et voilà, d'avoir un prof en Méhari, c'était quand même topissime. Et il est resté, je l'ai eu seulement 1 an, et après, j'ai eu la grande chance que Patrick Gabard arrive à Lyon, et donc je l'ai eu entre 10 ans et 15 ans. Et il a formé toute ma technique, il m'a appris à travailler, ce qui lui suis extrêmement reconnaissante pour ça, parce que maintenant que j'enseigne, je vois que c'est comment on arrive à rendre les élèves autonomes, et comment on arrive à les faire aimer le travail qui permet que les gens avancent. Et donc j'ai fait tous les exercices journaliers, toutes les études de Popper, toutes les gammes, les tirs, voilà, les Davidoff, les Gottermann, et beaucoup de musique aussi. Donc j'ai eu cette grande chance de l'avoir à ce moment-là.
Et c'est dans ces années-là que, sans le dire à personne, je me suis dit que j'allais faire du violoncelle. C'est aussi parce que il y a un autre violoncelliste qui est venu à la maison, qui s'appelait Andras Csaba, qui était de Roumanie et qui était arrivé en France à ce moment-là, comme violoncelle solo de l'Opéra de Lyon. Et quand il est arrivé de Roumanie, il avait nulle part où aller, donc on l'a accueilli à la maison. Et il est resté plusieurs mois à la maison et on a beaucoup travaillé, il m'a fait beaucoup travailler. Et c'est là qu'il y a eu ce déclic intérieur. Donc c'était en 83, j'avais 14 ans. Et voilà, je ne l'ai pas trop dit à personne, mais voilà, pour moi c'était clair que j'allais faire ça. Et donc, à l'issue de ton enseignement avec Patrick Gabard, quel a été ton mentor suivant? Alors après, Patrick Gabard souhaitait que j'aille à Paris. Moi, bon, j'avais très peur d'aller à Paris parce que je suis très timide, je ne sortais pas de chez moi. Et aussi, je jouais au tennis en fait. À l'époque, c'était la moitié de ma vie. Je faisais du tennis en compétition. Je m'entraînais entre 10 et 12 heures par semaine. C'était ma passion. Et je savais que si j'allais à Paris, j'allais arrêter le tennis. Et donc, voilà, j'ai freiné pendant au moins 2 ans pour aller à Paris. Et finalement, je me suis présentée dans la classe de Philippe Muller, où j'ai eu la chance d'être acceptée, parce que c'était quand même la classe, c'était le must d'être dans cette classe. Et après, j'ai rencontré Michel Strauss, qui m'a suivi pendant très, très, très longtemps, je pense 10 ans, sur toute la durée parce que quand j'étais plus en élève, je suis allée jouer des programmes pendant très longtemps. Et ça a été un peu une libération de travailler avec lui. C'est lui le premier qui a commencé à me parler du rubato, qui est une notion que j'ai tellement adorée. Et finalement, je travaille toute ma vie sur cette notion c'est la liberté dans la structure ou la fantaisie dans l'organisation. Et c'est lui en travaillant la sonate de Kodai, qui m'a parlé du rubato. Et j'ai tellement aimé ça, ce pouvoir de pouvoir bouger avec la musique. Et voilà, donc ça c'est toutes mes études françaises. Ah, parce qu'après, tu as quitté la France, tu es allé travailler à l'étranger? Alors, je suis jamais complètement partie à l'étranger pour étudier. Par contre, quand j'ai terminé le CNSM, j'ai passé une période où j'avais un appétit incroyable pour aller rencontrer des violoncellistes, des grands musiciens en stage. Et grâce au CNSM qui nous proposait des bourses, j'ai vraiment rencontré énormément de personnes. Donc finalement, ma façon de faire, plus que de partir avec un professeur pendant 2 ou 3 ans pour étudier, c'est plus que j'ai glané des informations de plein de musiciens différents, de plein de violoncellistes différents. Et donc, je vais dire que le premier grand prof, non pas que les autres que j'ai cités ne sont pas grands, mais on a l'impression qu'on va à l'étranger, donc tout d'un coup, ça ouvre des portes incroyables. C'était David Geringas, qui était à l'époque professeur à Lübeck. Et je l'ai rencontré au stage du Mozarteum de Salzbourg. Je suis partie à Salzbourg 2 étés, pendant 3 semaines. Et Salzbourg, ça a été un coup de foudre. C'était d'abord les cours de Geringas que je vais développer, mais l'académie. Il y avait à cette époque Elisabeth Schwarzkopf qui donnait des cours, il y avait Ida Endel, il y avait Zara Nelsova qui donnait des cours. Et je suis allée assister à tous ces cours. Et puis il y avait le festival. Et comme étudiant, on avait entrée gratuite quand les concerts n'étaient pas complets. Et donc je suis restée 3 semaines, mais j'allais écouter 2 ou 3 concerts par jour, donc et des opéras et des récitals. Et donc ça a été voilà, c'est des souvenirs extraordinaires et puis une source d'enrichissement extrême. Quant à Geringas, c'est quoi? C'était vraiment magnifique. C'est presque le premier qui m'a ouvert sur l'interprétation. Comment regarder un texte, comment apprendre une partition. Si on apprend un concerto, on connaît toutes les parties, on a un avis sur comment va jouer la deuxième clarinette. C'est rentrer dans l'œuvre.
Donc à ce moment-là, je passais des concours, je jouais très bien du violoncelle, mais parfois je m'ennuyais un petit peu, j'avoue. Et donc cette approche de vraiment être interprète d'un texte, ça a été très important à ce moment-là. Et puis après, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Starker qui venait à Paris à ce moment-là. Il faisait des masterclass au château de Villarceau, qui était organisé par le Festival d'Île-de-France. Et 2 années de suite, j'ai passé une semaine de stage où on habitait tous au château de Villarceau avec lui pendant une semaine, on était une dizaine. Et donc, c'était l'époque où il jouait au Théâtre de la Ville aussi. Donc, je l'ai très peu rencontré, mais ça a été quand même marquant, son approche technique, sa précision, toute cette capacité d'expliquer le violoncelle par l'approche technique. Et puis après, j'ai rencontré Luis Claret, violoncelliste catalan à l'abbaye Saint-Michel de Cuxa, qui a été quelqu'un de très très important pour moi. J'ai fait son stage pendant de nombreuses années, toujours au printemps. Et c'est lui le premier qui m'a parlé de Bernard Greenhouse, qui était son maître à l'époque. Donc Bernard Greenhouse, c'est le légendaire violoncelliste du Beaux-Arts Trio. Il est resté 32 ans dans le Beaux-Arts Trio. Et comme Luis Claret m'en avait parlé, en octobre 1992, j'ai vu un prospectus de stage en Suisse, à Berne, que j'ai fait, où je suis allée, et je crois que ça a changé ma vie de violoncelliste. Alors, comment s'est passée cette première rencontre avec Bernard Greenhouse? Pour partir à Berne, j'avais mis dans ma valise le petit livre qui s'appelle L'art de l'interprétation de Pablo Casals. C'est des entretiens avec David Bloom, où David Bloom interroge Pablo Casals sur les secrets de ses interprétations. Donc c'est un livre où il y a beaucoup d'exemples du répertoire. Et Casals explique le phrasé, l'inflexion. Et j'ai commencé à lire ce livre dans le train. Et je ne savais quasiment rien de Greenhouse, à part qu'il était dans le Beaux-Arts Trio. Et quelle ne m'a pas été ma surprise quand j'ai commencé à écouter les cours. Et Greenhouse parlait constamment de Casals, parce qu'il était venu à Prades, spécialement des États-Unis, en 1946-47, pour étudier avec Casals, qui était en exil à ce moment-là. Et tout ce que disait Greenhouse, c'était une volonté de transmettre ce que lui avait appris Casals dans ces années-là. C'était presque un subterfuge de le dire en disant toujours que c'était Casals qui lui avait dit. C'était presque pour avoir encore plus de portée dans ce qu'il disait, parce que, évidemment, comme quand je l'ai rencontré, il avait 76 ans, je crois. Évidemment, c'était lui, c'était toute sa vie. Et donc, il y a eu ce concours de circonstances où j'ai lu dans le train, c'était comme si ça montrait le chemin pour aller voir Greenhouse. Et donc, le premier cours, je me souviens très très bien, j'avais joué le premier mouvement de Lalo. Il m'a laissé jouer en entier. Je ne sais pas si je vous ai dit ce qu'il m'a dit en premier, c'était un peu dur. Et à la fin, il m'a dit je vous félicite pour votre connaissance de l'instrument, mais il est temps de se réveiller pour la musique. Et donc il avait raison. Ça a été un sacré signal d'alarme, parce que c'est vrai que je jouais très très bien du violoncelle, comme je viens de le dire. Et je passais des concours à ce moment-là. Et donc, je crois que c'est dans le premier cours qu'il m'a dit ça, et il m'a dit « Express yourself », exprimez-vous. Et outre ce premier choc, après tous les cours qu'il donnait, c'était une approche la plus simple possible de l'instrument, c'est-à-dire d'avoir la technique la plus économique possible, que chaque geste sur l'instrument soit fait pour faire de la musique, un phrasé, une inflexion, un accent, une expression. Et donc, à la suite de sa rencontre, j'ai refait toute ma technique. En fait, je suis revenue à poser un doigt et juste d'avoir la sensation de comment je pose le doigt, d'écouter le son que ça fait. Donc, je suis repartie très très loin. Et aussi, il se trouve que c'est un... J'ai jamais vraiment réussi à me l'expliquer, mais je crois que c'est le musicien qui m'a toujours le plus bouleversée, c'est-à-dire qu'il était capable, en jouant une phrase de sonate de Beethoven ou sarabande de la 5e,
mais juste de me mettre en larmes, c'était quelque chose de absolument irrépressible. Et ça a duré pendant des années. C'est-à-dire que je le suivais, je suis jamais allée travailler avec lui, étudier avec lui, mais je l'ai suivi pendant 7 ou 8 ans. Dès qu'il venait en Europe, j'allais le voir. J'allais à Londres, j'allais à Barcelone, j'allais en Allemagne, je faisais n'importe quoi pour aller le voir. Et il y avait toujours des moments où, dans les cours ou en concert de fin de stage, ça me bouleversait complètement. C'était vraiment. Et c'est jamais arrivé avec aucun autre musicien, excepté peut-être avec Menahem Pressler, avec qui il avait passé toute sa vie à jouer en trio. Et puis aussi, Greenhouse, c'est le premier des grands musiciens que j'ai rencontré qui m'a vraiment parlé de l'implication du corps dans le jeu, dans la sonorité. Il disait toujours votre son doit résonner dans votre corps, et aussi la sonorité vient de votre dos, et c'était cet engagement physique qui a commencé à beaucoup me travailler, et qui après finalement j'ai trouvé un aboutissement, une des solutions en commençant le mime, et qui a été qui est une partie très importante maintenant de mes activités. Bah, tu nous reparleras du mime un peu plus tard dans l'interview, je pense. On finit avec tes études, donc tu as continué à voyager? Oui, alors en fait mes études, ça risque d'être long, ça va prendre tout l'interview, parce que c'est vrai que j'ai toujours l'impression d'être éternelle étudiante, et un peu à chaque période de ma vie, finalement, j'ai rencontré une grande personnalité qui m'a inspirée, tirée vers le haut, et des espèces de phares comme ça. Et donc j'ai toujours l'impression d'être étudiante. Mais à ce moment-là, après avoir rencontré Greenhouse, j'avais un rêve dans la vie, c'était d'aller au festival de Marlborough, qui est ce festival de musique de chambre dans le Vermont, qui avait été créé par Rudolf Serkin dans les années 50. Et j'avais vu un article dans Le Monde de la musique avec des photos des musiciens qu'il y avait là-bas. Donc il y avait Serkin, Alexander Schneider, Félix Galimir, David Sawyer, Casals était venu. Et donc c'est un festival qui a lieu dans une petite université américaine, dans le Vermont, donc plein dans les forêts, les collines. Et les répétitions ont lieu dans des petites maisons blanches en bois. Et j'avais vu ces photos de tous ces musiciens qui étaient dans ces forêts avec ces petites maisons, et ces immenses musiciens qui faisaient de la musique de chambre pendant 2 mois. Et ça, j'avais vu ça à 12-13 ans, c'était un de mes rêves. Et je me suis dit, je vais essayer. Alors ça n'a pas été facile parce qu'il fallait auditionner. Et donc j'ai fait 3 fois l'audition pour y arriver, et j'ai été acceptée. Et je suis partie là-bas 3 étés de suite, donc on passe 2 mois, on dirait maintenant en immersion totale, puisque c'est l'expression à la mode. Et il y a 80 musiciens qui sont invités, et on passe 2 mois de l'été à faire de la musique de chambre tout le temps, nuit et jour, des répétitions, des déchiffrages, des concerts. Et on joue quasiment avec les 80 personnes pendant le festival. Et l'idée, c'est qu'il y a un senior member, un musicien senior qui est dans chaque groupe, avec de jeunes musiciens, soit des étudiants, soit des musiciens de 40-50 ans qui font des carrières. Donc en fait, c'est cet échange entre les générations. Et donc là-bas, j'ai eu la chance de jouer avec Isidore Cohen, le violoncelliste de Beaux-Arts Trio. Donc cet ensemble m'aura accompagné toute ma vie, avec Samuel Rhodes du Quatuor Juilliard, avec Mitsuko Ishida, avec Nobuko Imai, avec Midori, et donc c'est un bonheur total de pouvoir faire de la musique de chambre comme ça toute la journée. Après, c'est un apprentissage extraordinaire, parce qu'on se rend compte seulement en jouant, comme il y a des personnes avec qui ça passe tellement facilement, il y a des personnes avec qui c'est tellement compliqué, il y a des personnes où il y a une certaine neutralité, et comment, dans l'échange, et comment s'adapter à tout ça, et aussi de voir comment chaque personne travaille, comment elle s'y prend pour travailler une œuvre de musique de chambre. Et donc, c'est vraiment, on travaille, on a 3 répétitions par semaine sur les œuvres. Et il y a certaines œuvres qu'on garde tout l'été, c'est-à-dire qu'il y a par exemple le deuxième quatuor de Bartók, j'ai travaillé pendant 8 semaines à raison de 3 répétitions par semaine.
cette œuvre. Et donc, c'est une façon aussi de plonger profondément dans l'interprétation. Et pour moi, ces séjours, ça a été complètement déterminant. Pour moi, ça a été vraiment, il y a eu un avant et un après. Après, ça a été un petit peu difficile aussi parce que la tendance actuelle est tellement de faire les choses un petit peu vite, rapidement, juste avant le concert. Encore maintenant, ça me fait un peu souffrir d'avoir ce côté un peu superficiel que oui, ça ira, bon, ça va aller. Et, voilà. Et c'est vrai que j'adore aller au fond des choses et profondément. Donc cette expérience de Marlborough elle a été vraiment déterminante pour mon évolution à beaucoup d'égards. Ah, c'est très inspirant ce que tu nous racontes sur ce festival de Marlborough. C'est vrai que ça fait rêver. Oui, en plus, la dernière année où j'étais là-bas, il y a toujours un compositeur en résidence. Et la dernière année, c'était György Kurtág. Et donc, ce exceptionnel compositeur hongrois qui est toujours parmi nous. Il a 96 ans, je crois, maintenant. Et donc, j'ai travaillé son quatuor opus 1 avec lui, j'ai travaillé le deuxième quatuor de Bartók avec lui. Et donc, c'est quelqu'un qui est totalement habité par la musique, par l'interprétation. C'est un compositeur qui a une connaissance de toute l'histoire de la musique dans son entièreté et qui fait des liens entre toutes les époques, toutes les périodes. Et à la fois qui est capable de vous donner des conseils d'interprétation, d'une élévation exceptionnelle, et dans la seconde après, qui peut vous dire « Ah, vous savez, c'est comme quand vous tournez la soupe ». Et c'est toujours c'est un peu les extrêmes, mais dans cette entièreté du monde. Et il cherche à ce que le musicien soit totalement impliqué dans la musique, et il va vous faire refaire et refaire jusqu'à ce qu'on ait la sensation, qu'il ait la sensation peut-être que la musique qu'on est en train de jouer soit composée par le musicien. Alors, il y a des musiciens qui peuvent ne pas supporter ce genre de travail, parce que là, c'est même pas approfondi, c'est juste aller au bout de soi-même sur trois mesures pendant des heures. Et moi, j'ai adoré ça, cette profondeur et le fait de vous pousser dans vos retranchements par rapport à l'expression, par rapport à l'interprétation. Donc on s'est rencontrés là, et quelques années plus tard, il a été artiste en résidence à la Cité de la Musique à Paris. Et j'ai souvent raconté cette histoire, mais un jour, j'étais à la porte de Pantin, j'arrive au métro, et qui je vois sur le quai? György Kurtág. Mais ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vus. Et là, je m'approche, je me dis, mais est-ce qu'il va me reconnaître? Et je m'approche, et tout d'un coup, j'ai vu son visage s'illuminer. Donc évidemment, c'est les bonheurs de la vie. Et il m'a dit, oh, bonjour, bonjour. Et donc, il m'a tout de suite remise, et on a pris le métro ensemble. Et alors, on ne parle pas avec György Kurtág comme avec le commun des mortels, parce qu'on ne lui dit pas « Ah, il fait beau aujourd'hui », ça ne marche pas, on se dit qu'on va être... Et donc, on était tous les deux à la barre du métro, comme ça, et je lui ai dit, bêtement, je lui ai dit « Mais vous descendez où ?» Il m'a dit « Oberkampf ». Et c'est comme ça que j'ai appris parce que j'habite à Oberkampf, c'est comme ça que j'ai appris qu'on était voisins. Il se trouve qu'il habitait à 400 mètres dans une petite impasse, là, sur mon boulevard. Et... pendant 2 ans, ces 2 ans de résidence, je l'ai vu très, très, très régulièrement. Je suis allée chez lui aux heures les plus improbables, à 8h le dimanche matin, à 22h30 le 1er mai. Et c'était l'époque où il écrivait beaucoup d'œuvres pour violoncelle seul. Et donc, de temps en temps, j'allais travailler avec lui, puis il me disait oh, je vous ai donné ma nouvelle œuvre. Alors je dis non, je crois pas. Alors il disparaissait, et puis il revenait avec une feuille comme ça, avec le manuscrit. Et donc, et ça a été une influence énorme. Que dire c'est, il demande énormément, c'est-à-dire que à tout moment, il vous dit tout votre être doit être impliqué dans la musique, et aussi il parle énormément du geste musical. Et c'est toute la personne qui doit être dans le geste musical.
Et il y a donc j'enregistrais nos séances et après je prenais tout en notes. Donc j'ai des feuilles entières avec toutes les notes sur ces œuvres avec Courtag. Donc c'est extraordinairement précieux pour moi et pour l'interprétation. Et il y a un endroit très touchant où j'ai marqué « La pantomime vous aide ». Et c'était une époque où je n'avais pas encore commencé le mime. Et c'est vrai que tous ces musiciens que j'ai rencontrés, Greenhouse, Courtag, il y a eu aussi Georgi Chebok, avec qui j'ai pas travaillé, mais j'ai beaucoup écouté ses cours. C'est tous des musiciens où la musique, l'expression venait vraiment de très loin, de très profond. Et je réfléchissais énormément à tout ça. Et finalement, la transition, c'est que je suis allée voir un jour, je vais beaucoup au spectacle, un spectacle du mime Marceau à l'Olympia. C'était en septembre 2000. Et voilà, ça a bouleversé ma vie parce que je suis restée par ce spectacle complètement captivée pendant 1h30. J'ai pas pu décrocher mon regard de ce personnage qui était en blanc dans son rond de lumière. Et la façon dont sa concentration, son intensité, sa capacité de captiver, je sais pas combien, 1500 personnes pendant 1h30 dans un... Alors il y a de la musique, mais c'est quand même un silence très épais, très profond. J'ai eu un choc, voilà, c'est énorme, énorme. Et quelques temps plus tard, j'ai vu dans le journal qu'il y avait des journées portes ouvertes à son école, à l'école du mime Marceau, qui était derrière le théâtre de la Porte Saint-Martin. Et je suis allée voir. J'y suis allée, ça a duré une semaine. Et je suis arrivée un jour où il y avait les 15 jeunes mimes de la promotion qui travaillaient ce que Marceau appelait les conventions de caractère, c'est-à-dire qu'il avait il avait codifié des attitudes pour travailler les expressions. C'est-à-dire qu'il y avait une expression pour la joie, il y avait une expression pour la tristesse, il y avait une attitude pour la fierté. Et les jeunes mimes faisaient des gammes d'expressions dans un silence total. Et je suis arrivée là, et là, je me suis dit, mais pourquoi nous, les musiciens, on travaille autant nos doigts, et puis même si maintenant c'est en train de changer, mais on est quand même loin de travailler tout ça. Donc là, ça a été une révélation, et je me suis dit, bon, il faut que je trouve une façon de commencer le mime. Alors j'étais trop âgée pour faire l'école, et puis c'était une école à plein temps, très physique, c'était impossible. Et finalement, le septembre d'après, comme les enfants, je me suis inscrite à un cours de mime avec une personne extraordinaire. Et voilà, j'ai adoré ça, et je me suis rendu compte, j'ai appris que j'ai un truc pour ça, j'ai un truc pour le mime. Et là, j'ai commencé à me former, à faire prendre des cours, à faire des stages. Ça a pris de plus en plus de proportions. Et très rapidement, j'ai fait des spectacles seul en scène, où je créais toutes mes histoires. Et donc, ça a été le mime, c'était complètement inattendu de ma vie d'artiste, mais une ouverture extraordinaire et un grand bonheur, parce que c'est un plaisir immense de pratiquer cette discipline. Ce qui fait que ce que ça a développé, le mime, outre évidemment énormément la présence en scène, le lien avec le public, comment projeter un public, ensuite tout le travail physique de souplesse, de coordination, qui m'a fait un bien fou pour le violoncelle. Et aussi, c'est toute cette part de création, parce que les mimes, il n'y a pas de répertoire de mimes. Chaque mime crée son propre répertoire, sa propre façon de bouger, son propre monde. Et c'est quelque chose que je n'avais pas développé avec la musique, parce que je suis quelqu'un qui lit toujours d'une partition avec un texte, je ne suis pas quelqu'un qui improvise ou qui compose. Et donc, ça a développé toute cette part d'imagination et la possibilité de créer son propre monde, ses propres histoires. J'ai fait parfois un stage entier de 3 semaines ça s'appelait le solo en chantier. Donc, c'est comment travailler quand on est seul en scène. Donc, j'ai quand même poussé ça très très loin. Je ne fais pas les choses à moitié. Et donc j'ai plusieurs formes de spectacles. Pendant très longtemps, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, un spectacle qui s'appelle Bulle. C'est uniquement de mime, donc seul en scène, sans aucun accessoire, sans violoncelle.
La musique est très importante, le choix des musiques est très important, mais quand même beaucoup de silence. Sinon, j'ai un spectacle qui s'appelle Fantaisie musicale, c'est donc sous forme de concert. J'arrive comme violoncelliste, puis j'alterne avec les numéros de mime. Et voilà, j'essaye de glisser de l'un à l'autre au maximum. C'est très, très poétique, ça joue beaucoup sur le silence, ça travaille beaucoup sur le silence. Et puis plus récemment, j'ai créé un spectacle entier avec le compositeur Guy Rebel, qui a énormément travaillé sur la voix, sur l'improvisation vocale. Et en me faisant improviser vocalement, un peu à mon insu, il m'a fait parler sur scène. C'est-à-dire que dans tout ce que je faisais, je ne disais jamais un mot sur scène. Et lui m'a permis d'ajouter le texte. Donc c'est vrai que maintenant, il m'a écrit des pièces absolument merveilleuses qui sont sur des haïkus japonais, où il a écrit la musique. Donc c'est un monde sonore un peu post-Ravel, on va dire. Et je dis le texte des haïkus, et moi j'ai rajouté du mime dessus. Et donc ça fait des formes assez uniques. C'est vrai que je suis un peu la seule au monde à le faire. En tout cas, Valérie, ce qui est incroyable, c'est qu'on sent que tout ce que tu fais, tu le fais à fond et en te donnant vraiment les moyens d'aller vraiment au bout des choses. Et puis, tu as aussi une carrière pédagogique très développée. Oui, c'est vrai que je fais très, très attention à ce que je choisis de faire. Parce qu'effectivement, quand je commence un truc, je ne sais pas, c'est plus fort que moi, je vais à fond dans cette chose-là. Et donc, je suis très. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais finalement, qui le font un peu ou très, très éparpillés. Et moi, ça ne me convient pas du tout. Donc, c'est vrai que quand je choisis de faire quelque chose, je réfléchis bien, bien, bien. Par exemple, je me suis jamais mis au baroque. Parce que je me suis dit, si je m'y mets, je vais me mettre à fond. Moi, ça ne me va pas de juste mettre les cordes en boyau puis de dire je fais du baroque. Je me suis dit, si je m'y mets, je vais passer trop de temps là-dedans. Donc il y a une espèce de frein. Et donc c'est vrai que voilà, je choisis bien les choses dans lesquelles je me lance. Et donc la pédagogie, finalement, j'ai commencé relativement tard. Parce que quand je suis sortie de mes études, je pensais être violoncelle solo dans un orchestre. C'est ça dont j'avais envie. Et puis faire des récitals en violoncelle et piano. Voilà. Donc évidemment, je ne fais rien de tout ça finalement. Donc, non pas que rien n'ait marché, mais c'est que ça s'est ouvert complètement différemment. Et finalement, après la période dont j'ai parlé tout à l'heure sur les masterclass où j'ai rencontré énormément de pédagogues, de musiciens, cette période-là, j'ai assisté à énormément de cours. C'est-à-dire, j'écoutais des heures entières ces cours en prenant des notes dans mes petits carnets. Donc j'ai à la maison des carnets entiers passionnants, vraiment, de musiciens qui sont plus de ce monde maintenant. Et à force d'écouter ces cours, il y a un moment, je me suis dit, mais est-ce que tu n'aurais pas envie d'enseigner quand même? Est-ce que tu ne crois pas que tu peux t'y mettre? Donc c'est comme ça que les choses se sont faites. Et finalement, j'avais 28 ans quand j'ai commencé à enseigner. Mais je sentais que c'était le bon moment pour le faire parce que j'avais la matière en fait. C'est pas que mes élèves allaient m'apprendre à enseigner, c'est que je sentais que déjà je voyais un peu comment m'y prendre. Et puis j'ai eu ce poste au conservatoire du 13e, Maurice Ravel, 13e arrondissement à Paris, où je suis toujours après quasiment un quart de siècle, parce que j'adore cet endroit. C'est un conservatoire qui est incroyablement enthousiaste, où il y a un état d'esprit d'ouverture, d'échange entre les personnes. Dès qu'on arrive, on croise un prof qui vous raconte un truc incroyable sur ce qu'il vient d'inventer ou de faire la semaine dernière. Et il n'y a jamais quelqu'un qui vous dit « Oh là là, je viens faire mes cours. Oh. » Et c'est un conservatoire où les élèves, qui est très exigeant. Et à la fois, les élèves, je crois, il y a un tel enthousiasme que les élèves sont heureux d'avoir cette exigence. Il y a beaucoup d'auditions, il y a beaucoup de concerts. Et donc, je suis toujours là. Et j'ai construit ma classe, donc ça fait quand même 25 ans que je suis là. Donc, il y a vraiment une direction qui est très forte. Je prends toujours des débutants. Je suis un peu moins patiente qu'au début, mais voilà, il m'arrive toujours d'en prendre.
Et puis, cet enseignement, là aussi, c'est beaucoup développé parce que j'ai d'abord été assistante de musique de chambre au CNSM. Après, je suis devenue prof. J'ai quelques heures de musique de chambre au CNSM. Donc, j'enseigne à des futurs professionnels l'interprétation. Ensuite, au CNSM également, pendant 10 ans, je me suis occupée de la classe de pédagogie. Donc, j'ai formé les futurs profs. Ça m'a fait faire beaucoup de progrès, d'être obligé de clarifier tout ce rapport avec l'élève, cette façon de formuler clairement les choses, tous les aspects de la pédagogie. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Et aussi, j'ai commencé à enseigner le mime en stage, c'est-à-dire que j'ai choisi un peu dans tout ce que j'ai appris avec le mime, tout ce qui peut être très immédiat pour les musiciens, au niveau de l'expression, de comment bouger sur scène. Et donc, maintenant, depuis cette année, j'ai un atelier de mime au Conservatoire du 13e pour les professeurs. Et j'ai fait également des formations professionnelles dans différents conservatoires avec le mime. Donc, tout ça fait que je touche dans l'enseignement depuis les débutants jusqu'à des musiciens très avancés qui sont professeurs, un peu tous les âges, et finalement, j'arrive à m'adapter à tous ces niveaux, toutes ces attentes. Et ce qui fait que maintenant, ça déborde encore un petit peu, puisque on a eu cette idée avec mes deux amis et collègues du 13e, Antonina Tsarava, violoncelliste, et Cédric Laurel, qui est notre accompagnateur de luxe, de créer cette chaîne Cello Kids, qui est maintenant connue dans le monde entier, je dois le dire. Donc c'est une chaîne YouTube. On était dans un café un jour avec Antonina et on a eu cette idée. Et si on créait une chaîne pour le répertoire pédagogique? On s'est tapé dans la main et on s'y est mise. Et en un an, on a créé cette chaîne où il y a 133 pièces du répertoire pédagogique, des premières pièces de Wagon Wheels avec 2 doigts, jusqu'à les pièces de Nadia Boulanger, les pièces de Fauré, jusqu'à la fin du 2e cycle. Et donc là aussi, on a concentré énormément le travail. Et à notre grande surprise, cette chaîne est vue dans le monde entier, dans 65 pays. On a, je crois, 1 500 000 vues. Voilà. En tout cas, on a fêté 1 million de vues l'année dernière. Donc c'est un phénomène vraiment, vraiment étonnant, qui nous a étonnés nous-mêmes. Mais c'est une ressource exceptionnelle pour tous les professeurs, pour tous les élèves. Oui, c'est assez incroyable. C'est vrai que dès qu'on va quelque part faire un jury, faire des masterclass, les gens nous accueillent avec un sourire grand comme ça, en nous remerciant. Et c'est très utile pour les profs, c'est extrêmement utile pour les élèves. En plus, comme les élèves regardent en boucle la vidéo pour comprendre le doigté, c'est aussi pour ça qu'on a toutes ces vues. Et puis évidemment, on a soigné le son, on a soigné le cadre. On a soigné la mise en scène avec des petits accessoires, des petites blagues. Donc c'est très amusant, c'est fait extrêmement sérieusement. Et en même temps, c'est très amusant, très, très humoristique, un peu assez poétique parfois. C'est un petit peu mon inspiration du mime qui est venue se mettre sur ces vidéos. Et donc tout ça fait qu'il y a parfois des moments très heureux dans la vie ou des projets très heureux. Et celui-là en est un. Même en le faisant, on ne s'est pas rendu compte que ça allait avoir ce développement. Puis en plus, tu as pris goût à YouTube parce que tu as créé ensuite toi-même ta propre chaîne, Only Cello. Oui, effectivement, c'est ce projet absolument colossal d'enregistrement que j'ai eu. Comment ça a commencé? C'est qu'en 2017... j'avais décidé de faire une saison où j'allais faire l'intégrale des suites de Bach en concert. Et donc, j'ai fait un énorme travail dessus. Évidemment, je n'ai pas fait à moitié. Et donc, j'ai joué plusieurs fois dans l'intégrale dans la saison, en 3 concerts, en 2 concerts, en 1 concert, Et puis, une fois que j'ai fini, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et j'ai cette idée qui a germé. Je me rappelle exactement le moment où l'idée a surgi. Je me suis dit, depuis toutes ces années, parce que j'adore le répertoire, j'adore monter des répertoires, j'ai monté une quantité de pièces pour violoncelle sol, un peu de toutes les époques. J'ai aussi, quand j'ai pas trop de concerts, j'apprends des pièces, donc ça fait encore des pièces. Et donc je me suis dit,
comme il y a beaucoup de pièces contemporaines du XXe siècle dedans, c'est très visuel avec les pizzicato, je me suis dit, il faudrait enregistrer tout ton répertoire de violoncelle seul en vidéo. Et donc, l'idée a germé. Je me suis dit, je vais faire une histoire de l'œuvre pour violoncelle seul, avec toutes les pièces que je connais. Il n'y a aucune pièce que j'ai apprise pour l'occasion. Et ça commence avec les premières pièces qui ont été composées pour violoncelle, donc en 1680, par Gabrieli, Degli Antoni. C'était un peu tout sauf les suites de Bach. Ensuite, Dall'Abaco. Ensuite, le 19e, il y a quelques caprices de Piatti et Franchomme. Et après, le XXe siècle, c'est toutes les pièces que j'adore jouer. Lutosławski, Britten, Weinberg, voilà, il y en a plein. Donc finalement, ça a été un projet d'enregistrement sur 2 ans. J'ai fait 18 jours d'enregistrement. Il se trouve que j'ai eu l'idée en 2019 et que j'ai commencé à enregistrer en 2020, février 2020, donc 1 mois avant le confinement. Et finalement, j'ai passé les 2 années de confinement sur ce projet. Je travaillais 3-4 heures tous les matins pour préparer mes enregistrements. Et ça a été salutaire pour moi d'avoir ça à ce moment-là, parce que j'enregistrais dans ce lieu merveilleux qui est l'atelier de la Main d'Or à Paris, donc c'est à côté de chez moi. Et pendant ces 2 années, j'ai travaillé comme une dingue et j'allais enregistrer tous les 3 ou 4 mois. Et ça m'a vraiment tenue. J'ai terminé le confinement en pleine forme. Et ça a été à la fois... voilà. Mais c'était un travail colossal, surtout que la vidéo, c'est encore plus exigeant que le disque. Voilà, il faut toujours avoir le sourire, il faut toujours être bien coiffé, il faut pas avoir un cheveu sur la... Donc, voilà, c'était énormément de travail, sans parler après des montages. C'était exténuant. Mais c'est vrai que j'ai créé cette chaîne qui... là aussi, je vais dire que ça n'a pas vraiment d'égal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chaînes pour le violoncelle, mais une chaîne qui est exclusivement pour le violoncelle seul, parce qu'il y a 65 pièces, il y a 6 heures de musique. Voilà, donc ça s'appelle Only Cello, O-N-L-Y, Cello. De toute façon, le lien vers ta chaîne sera dans la description sous cette vidéo, ainsi que le lien Cello Kids. Comme ça, toutes les ressources, elles sont accessibles pour tous ceux qui nous regardent. Donc, c'est vrai que c'est génial parce que tu participes vraiment au rayonnement du violoncelle, du répertoire du violoncelle. Il y a beaucoup de pièces aussi qui sont peu connues dans ce que tu présentes sur ta chaîne Only Cello. Et même dans la chaîne Cello Kids, les pièces pédagogiques, c'est pas forcément celles, évidemment, qui sont enregistrées en CD. Donc, tu contribues aussi au rayonnement de ce répertoire qui est un peu pas aussi connu, quoi. Oui, j'ai toujours adoré le répertoire. J'ai toujours adoré acheter des partitions. Là, on est chez moi, elle s'est cachée, mais en fait, il n'y a que des piles de partitions partout. J'ai un peu rangé. Je confirme. Il n'y a que des piles. Alors c'est la pile enseignement, c'est la pile nouveauté, c'est la pile... et puis avec les livres, c'est un peu pareil. C'est la magie du cadrage, de la caméra, c'est qu'on peut... Mais non, c'est magnifique, des piles de partitions. Et alors, je vais prolonger cette histoire de répertoire, parce que bon, c'est encore un peu secret, mais j'ai eu l'idée je me suis lancée dans un projet d'écriture. J'ai créé une méthode pédagogique pour le 2e cycle qui vise à être un petit peu complète. Et j'ai donc l'idée de encore trouver J'ai encore fait des recherches de pièces. Il y aura 45 compositeurs dans la méthode. Les morceaux, les pièces, je les ai pas encore comptées. Et là aussi, j'ai choisi des pièces qui sont assez standards du répertoire. Et quand même, j'ai ouvert énormément sur des pièces peu connues qui donneront beaucoup de matière aux futurs professeurs pour découvrir des choses. Et en plus de tout ça, tu es aussi une membre active de l'Association française du violoncelle. Oui, alors j'ai été très heureuse et flattée en janvier dernier de recevoir un coup de fil de Xavier Gagnepin, à qui on avait proposé de reprendre l'association du violoncelle, d'en devenir le président. Et alors qu'on se fréquente peu avec Xavier, on n'est pas dans les mêmes cercles, il m'a appelé pour me proposer il s'est entouré d'une quinzaine de coordinateurs, je crois que ça s'appelle, ou contributeurs, je ne sais plus. Et donc, il a pris son téléphone pour me proposer d'en faire partie. Et j'avoue que ça m'a beaucoup touchée, qu'il pense à moi.
Aussi parce que, comme vous vous rendez compte, souvent je fais un peu tous mes trucs dans mon coin. Et donc, même si j'adore les rassemblements de violoncellistes, je suis toujours là quand il y a un hommage à Gendron, un hommage voilà, à l'époque où il y avait le violoncelle en scène, j'étais toujours là, j'adore ça. Et donc Xavier m'a proposé de faire partie du groupe qui allait s'occuper du renouveau de l'association, et qui a été créé il y a 20 ans par Marc Copet et Raphaël Pidou, avec Michel Oriano qui en était le président. Donc il y a eu un énorme travail de fait, mais c'est normal, les gens s'épuisent parce que les associations, il faut les porter. Et donc au début, Xavier m'a proposé donc l'idée c'est d'alimenter le site qui s'appelle il faut faire levioloncelle.com, et aussi on a une page Facebook avec beaucoup d'informations, et puis il y a la revue qui s'appelle Le Violoncelle, qui paraît tous les trimestres avec plein d'informations, d'articles, d'interviews sur le violoncelle, sur les violoncellistes, sur toutes sortes tous les sujets possibles. Et Xavier s'est entouré. Alors, chacun, on est un peu spécialisé dans un sujet. Il y a la musique baroque, la musique contemporaine, la musique improvisée, la pédagogie, et ainsi de suite. Et Xavier m'a dit tu pourrais t'occuper de la pédagogie. Et j'ai dit oh là là, non, ça va être trop compliqué. Et donc finalement, il m'a proposé de renvoyer les spectacles et les concerts. Donc évidemment, j'ai accepté tout de suite parce que j'adore aller au spectacle. Et donc au début, voilà, ma mission était de recueillir toutes les informations de spectacles pour mettre sur le site. Et puis bah, évidemment, ça a rapidement un petit peu débordé parce que voilà, comme je m'intéresse à beaucoup de choses, j'ai voilà, je rassemble beaucoup d'informations sur le violoncelle. Et donc on a eu un grand week-end là, au Conservatoire de Puteaux en novembre. Donc tu vas faire un compte-rendu filmé dessus, ainsi qu'une interview de Louise Clarette qui est venue faire une masterclass sur les pièces de Casals. Et donc c'est très enthousiaste, c'est très joyeux, et je suis ravie d'en faire partie. Donc Valérie, depuis le début de cette interview, on est accompagné par ton violoncelle qu'on a mis là pour le décor. Hein, ne faites pas ça chez vous parce que bon, voilà, sur la cheminée, c'est un peu dangereux quand même. Mais alors, peux-tu nous raconter un peu l'histoire de ton violoncelle ? Oui, j'ai mis le dos là face à la caméra parce que quand on est en concert, les gens voient le devant, mais il y a rarement l'occasion de voir le dos. Et puis ce dos est magnifique. On voit pas bien à l'écran, mais la voûte il est très 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 voûté. Puis la voûte est complètement de travers en fait. On dit toujours que les instruments doivent être tellement proportionnés et équilibrés. Et donc cet instrument, c'est un petit peu la raison de tout ce que je fais là depuis. Maintenant, ça fait 12 ans que je l'ai. Et si je me lance dans ces enregistrements de dingue, c'est aussi parce que j'ai un tel bonheur à jouer cet instrument. J'avoue que quasiment encore maintenant, chaque fois que je sors de la boîte, disons que je ne suis pas dans l'habitude, chaque fois que je sors de la boîte, j'ai toujours un truc qui me dit c'est trop chouette d'avoir cet instrument. Et donc c'est un instrument italien de la fin du XVIIe, 1694, qui est fait à Milan. Alors on n'est pas très sûr de ce que c'est. Probablement ça a été fait dans l'atelier de Granchino. Mais donc on ne dit pas que c'est un Granchino, on suppose que c'est de lui. Donc je l'ai rencontré grâce à mon luthier de toujours, Pierre Carado, c'est le seul luthier qui a touché mon violoncelle depuis, je pense, plus d'une trentaine d'années. Et puis bon, souvent quand j'allais le voir, j'ai eu un Mirmont pendant très 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 longtemps, très beau violoncelle français. Et puis voilà, quand j'allais le voir, je lui disais oh, tu sais, je cherche pas, mais c'est vrai que peut-être un jour j'aurai un italien, mais tu sais, je cherche pas. Et puis un jour, il m'a dit tu sais, dans quelque temps, j'aurai une surprise pour toi. J'ai dit bon. Puis 2 mois plus tard, je suis retournée le voir, je lui ai dit t'as pas oublié la surprise? Il dit non, mais elle est pas encore là. Et ainsi de suite pendant une demi-année. Et un jour, je suis allée le voir et il m'a dit tiens, regarde là par terre, la surprise, elle est là. Et justement, par terre, j'ai vu ce fond. Et j'ai fondu, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est tellement beau. Et j'ai pris le violoncelle et j'avais un concert très important quelques jours plus tard au Théâtre des Champs-Élysées. J'ai pas joué 25 fois au Théâtre des Champs-Élysées, et j'ai essayé le violoncelle, et j'ai fait 3 notes et le son est parti
comme ça. Et j'ai dit à Pierre, écoute, je te le laisse et je reviens après mon concert, je l'essaye. Et c'était juste avant les vacances de Noël. Je l'ai pris pour les vacances de Noël. Et j'ai joué, c'était insupportable. J'ai joué 5-6 heures par jour pendant les vacances de Noël pour tout le monde. Et j'ai pas pu, voilà, je pouvais pas poser ce violoncelle. Et finalement, par voilà, un petit miracle familial, j'ai pu acquérir ce violoncelle. Alors, il y a un timbre qui est très touchant, qui est très particulier. C'est assez, à la fois très doux et un petit peu granuleux. Ensuite, il y a une. C'est comme je montrais, il y a cette. Le son part du fait du fond, qui est un peu plié de la plaine du pot. Le son part immédiatement. Il y a une projection très, très, très facile. C'est pas un violoncelle très puissant, mais par contre, c'est comme si on fait des choses un peu subtiles ou intimes. J'ai l'impression que ça va directement à l'auditeur, que l'auditeur l'approche. Ensuite, il est très, 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 très équilibré. Et puis, il y a une facilité de jeu qui me convient très, très bien, aussi avec tout ce que je fais avec le mime, qui est plus sur la liberté du mouvement, pas tellement dans la puissance ou dans la force. Alors, je pourrais dire qu'il ne conviendrait pas à tout le monde, mais souvent, quand mes amis ou collègues l'essayent, les gens flashent sur ce violoncelle. Et c'est vrai que j'aime tellement jouer. Et je crois que toutes ces heures d'enregistrement que j'ai faites sur Only Cello, c'est juste, voilà, j'ai le bonheur de jouer de la musique dessus, j'ai envie d'en faire quelque chose. Donc c'est un grand moteur, ce violoncelle. Et donc une fois que j'ai eu enregistré mes 6 heures de musique pour violoncelle seul, je me dis, ben, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là est venue l'idée que c'était le moment d'enregistrer l'intégrale des suites de Bach. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais fait des intégrales en concert en 2017. Donc après, j'ai fait tout ce que je viens de vous raconter. Donc j'avais pas mal de recul. Et du fait d'avoir enregistré toutes ces œuvres en vidéo, c'est vrai que je sentais que j'étais quand même en forme instrumentalement. Ensuite, j'avais juste passé la cinquantaine. Donc je me suis dit là, avec tous ces concours de circonstances, si tu n'enregistres pas les suites là, maintenant, tu les feras jamais. Donc je me suis lancée là-dedans. Et donc voilà, j'ai eu envie de faire un vrai disque avec un vrai son, une vraie belle prise de son. Ensuite, c'était impossible de faire les suites de Bach en vidéo. Je me suis dit non, ça, jamais. Et donc, ça a été... je les ai reprises à fond. J'ai fait un travail de dingue. Et j'ai passé 2 ans, en fait. C'était 2 ans de travail entre la préparation, l'enregistrement, tous les montages. C'est moi qui ai choisi toutes les prises, qui ai fait toutes les écoutes. Ensuite aussi, je suis très fière de moi. J'ai écrit le livret. C'est pas évident d'écrire sur Bach. J'ai passé beaucoup de temps à ça. J'ai fait la photo. Enfin bon, je me suis occupée de tout. Donc c'est sorti chez le label En Phase. Et donc il y a une photo, une très très belle photo sur la pochette d'un ami qui s'appelle Steve Merez et qui est arrivé à rassembler mes 2 activités, le violoncelle et le mime. Puisqu'en fait, j'ai un geste de violoncelliste, mais c'est sans violoncelle, c'est mimé. Et il y a pas mal de gens qui me disent « Ah, mais un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas de violoncelle. » Et voilà, donc c'est sorti là en octobre 2023, ça, sous forme de vrai disque, et puis sur toutes les plateformes. Et je pense qu'après ça, pendant quelques années, je ne vais plus faire l'enregistrement, c'était le point d'orgue. Et Valérie, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner ton meilleur conseil pour les élèves, les amateurs, les mélomanes qui nous regardent, qui rêvent de jouer du violoncelle, qui en jouent déjà, qui parfois en ont marre parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un joli son, tout ça. Quel conseil tu peux leur donner? Alors il aurait fallu que je réfléchisse à ça parce qu'il y a tellement d'aspects avec le violoncelle, mais je crois que déjà les amateurs ou les adultes qui commencent à cet art, je trouve ça tellement courageux de commencer parce que c'est souvent vraiment une attirance pour cet instrument qui les pousse et ils s'y mettent et l'instrument il est très 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 physique. Déjà les 2 mains, on a 2 techniques complètement différentes. Et puis,
une des choses principales, finalement, la raison pour laquelle on commence petit, c'est que c'est tellement physique. Et c'est-à-dire qu'au niveau musculaire, au niveau de la souplesse, au niveau des réflexes, des sensations, des connexions, c'est tellement fin, c'est tellement complexe, il y a tellement de choses. Et donc, nous, musiciens professionnels, quand on prend 15 jours sans violoncelle, qu'on reprend le violoncelle, c'est pas marrant. C'est vraiment, déjà on a les cordes, ensuite on se sent raide, on n'a pas la sensation, et ça part très vite. Et je trouve que les personnes les amateurs soit qui commencent tard le violoncelle, soit qui arrivent à maintenir une pratique tout en ayant leur famille, leur travail. Je trouve ça admirable parce que finalement, ce qu'il y a d'agréable avec le violoncelle, c'est quand on est très en doigt, qu'on sent qu'on arrive à maîtriser la situation. Et finalement, quand on passe peu de temps avec l'instrument, on repart toujours à un peu de raideur, un peu de, on se sent mal à l'aise. Et finalement, ce que je conseillerais le plus, finalement, c'est d'arriver à en faire très régulièrement. C'est comme un petit entraînement physique. Et aussi, on est un petit peu plus souple, on a plus de sensations. Et ça, on se fait son petit rituel quotidien si les gens arrivent à le faire dans leur emploi du temps. Et il ne faut pas croire que nous, violoncellistes professionnels, on est toujours à l'aise, on est toujours en forme, on se sent toujours au top. C'est vraiment, faut recommencer à chaque fois. Et même si on reprend des œuvres qu'on a beaucoup jouées, oui, il y a un fond, mais quand même, il faut y passer du temps et c'est pas gagné. Et donc, c'est normal que vous vous sentiez pas à l'aise, c'est normal que vous vous sentiez raide. Et essayez d'équilibrer votre frustration, parce que oui, on s'énerve, mais plus on va s'énerver, plus on va se tendre. Et après tout, puisque vous choisissez de faire du violoncelle, au départ c'était pour le plaisir, pour votre attirance pour l'instrument. Donc il faut arriver à, c'est un peu comme en sport, il faut arriver à vaincre sa frustration et en tout cas jouer le plus possible. C'est ça que je vous conseille. Bah, merci Valérie, je trouve que c'est très rassurant comme conseil et très encourageant. Donc merci beaucoup. Et puis merci à toi pour nous avoir partagé toute ta carrière, tes études, tes anecdotes, tes multiples projets. C'était vraiment fascinant, très intéressant. Un grand merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Merci Jeanne. Et aussi quand tu as commencé à avoir cette idée d'interviewer des violoncellistes sur ta chaîne, j'ai trouvé l'idée formidable. Aussi dans les choix, au début, les choix des personnes que tu as interviewées, c'est vraiment des gens du métier. C'est pas des gens forcément très médiatisés, dont on parle beaucoup, connus du grand public. C'est vraiment des gens du métier, soit des vrais pédagogues ou des vrais interprètes. Et aussi, j'ai trouvé ça très très bien que tu prennes le temps de parler. C'est notre époque où tout va si vite, où si on envoie un teaser de 3 minutes, on vous dit, vous savez, ça va être trop long, les gens vont arrêter, au bout d'une minute 30, ils arrêtent. Et donc, ça m'avait, j'avais beaucoup aimé cette idée aussi de prendre le temps de se connaître et de se parler. Bah, merci à toi, bonne continuation pour tous tes projets, bravo pour tout. Tous les liens seront accessibles dans la description si vous voulez suivre les différentes chaînes de Valérie, les projets, les CD, tout ça. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sous cette vidéo. Valérie ou moi serons ravis de vous répondre. Ciao à tous!